Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et de nombreuses animations sont déjà prévues sur vos communes. Vous allez le voir, vous n'allez pas vous ennuyer dans les prochaines semaines sur le territoire de Lens-Liévin. Nous sommes le jeudi 23 novembre et au programme de votre JT, des nouvelles de l'Apollo de Lens, vos communes à l'heure de la cybersécurité, de la prévention sur vos routes, le Sam Blues Festival, la sécurité pour le 35e anniversaire du concert de Contact FM, une sensibilisation au diabète de la CPAM, osons nos talents à Liévin et des t-shirts plutôt originaux dont on vous dévoilera les secrets. Notre invitée du jour, c'est Florence Houvenagel, animatrice à l'Office du tourisme de Lens-Liévin pour nous présenter toutes ces festivités. On retrouvera également notre ami Fred qui nous parlera du RC Lens et du Trail urbain de Lens le 9 décembre prochain et la charmante Nathalie pour son agenda culturel du week-end. Et tout ça, ça se passe maintenant sur Télégoël. Alors Nathalie, bonjour. Bonjour Valérie. Alors nous avons des nouvelles du sort qui est réservé à l'ancien cinéma du centre-ville de Lens, au quartier des Gares, le mythique Apollo. Oui Valérie, ce cinéma ouvrait ses portes le 26 mars 1932 avec à l'affiche ce soir-là la petite chocolatière de Marc Allégret. Fier de ses 2432 places, l'Apollo était selon la presse de l'époque un magnifique bâtiment. 25 mètres de large sur 35 de long, cette superficie en fait la plus grande salle de spectacle au nord de Paris. Des grands noms tels que Yves Montand, Charles Aznavour, Claude François, Coluche et même Joséphine Baker, venus 2 fois en 1938 et en 1953, viennent fouler les planches du bâtiment. En 1979, la salle de spectacle devient 5 salles de cinéma, mais en 1985, celle-ci est rachetée par une grande société qui ne pourra pas empêcher le 31 décembre 2000 la fermeture définitive de ses portes. Ce mardi soir, après de nombreuses discussions, notamment avec les Bâtiments de France pour la protection de la façade, le sort de cette légende du centre-ville vient d'être fixé. En effet, la façade sera détruite et reconstruite à l'identique, accompagnée d'un hôtel 3 étoiles de 70 chambres, 100 logements sociaux, 29 logements en accession libre et 685 mètres carrés de surface commerciale qui feront bientôt partie de l'environnement du quartier des Gares de Lens. Début des travaux au premier semestre 2018. On écoute tout de suite Sylvain Robert, maire de Lens. Ça donne de la cohérence à l'ensemble de notre projet parce que c'est intégré dans un ensemble évolutif avec l'implantation du Louvre depuis 5 ans maintenant. On va fêter dans quelques jours le 5e anniversaire. On voit que l'image du territoire a changé et puis que notre stratégie de développement qui permettait de relier physiquement le Louvre au centre-ville avec la percée qu'on a réalisée l'année dernière, qui est en train de prendre forme avec le bus à haut niveau de service, qui fait aussi un peu écho à d'autres aménagements dans le quartier des Gares, trouve là aussi un point d'orgue un peu différent et emblématique surtout de la réussite de ce territoire. Aujourd'hui, c'est un moment important, même si on est là encore qu'au début d'un processus, parce qu'on a la démarche administrative, les dépôts de permis de construire, on est sur une action sur le moyen terme à ce niveau-là, mais aujourd'hui, clairement, on rentre dans une nouvelle phase opérationnelle pour le projet de l'Apollo, qui est un peu le symbole aussi du renouveau et quelque part de l'axe de la centralité qui est redonné sur notre territoire, qui était emblématique aussi d'il y a quelques années sur la plus grande salle de spectacle au nord de Paris, et aujourd'hui qui va revivre avec un autre projet qui là aussi amènera de l'économie différemment sur notre territoire. On est vraiment dans une personnification du projet, on n'est plus sur des montants ou des concepts qui vont être présentés, on est vraiment sur une personnalisation locale parce que c'est un investisseur, un promoteur local, mais en même temps un hôtelier qui est déjà implanté dans la région. Donc ça montre aussi le changement d'image de notre territoire. Le diabète se caractérise par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un excès de sucre dans le sang et donc un taux de glucose, glycémie trop élevé. Plusieurs types de diabète, dont la plus répandue, celle de type 2,
D'après l'OMS, le nombre de diabétiques de type 2 dans le monde est passé de 108 à 422 millions entre 1980 et 2014. Dans notre pays, 3 100 000 de personnes étaient traitées pour diabète en 2015. La hausse annuelle est de 2,82% entre 2013 et 2015. C'est pourquoi la CPAM organise de nombreux ateliers de sensibilisation au diabète sur l'Artois. Un reportage de Christophe Billoire. L'examen il va se dérouler en 3 temps. Un premier temps où on va regarder vos pieds, prendre les pouls, savoir s'il y a une neuropathie diabétique. Ensuite, on va utiliser le monofilament 10 grammes pour savoir si vous avez une perte ou pas de sensibilité. Et enfin, on ira regarder vos appuis plantaires sur le podoscope. Quelques minutes en examen, comme cette jeune femme, chez le podologue, et vous savez immédiatement si vous avez les symptômes du diabète. Installée à la CPAM de Lens, l'équipe de prévention de la Caisse d'assurance maladie de l'Artois organisait la semaine dernière un dépistage du diabète. Nous organisons régulièrement des actions sur la thématique du diabète autour des événements phares tels que la journée mondiale, mais aussi la semaine de prévention du diabète qui se passe plutôt au mois de juin. Alors c'est vrai que les gens ont tendance à minimiser un petit peu l'impact du diabète, donc on va vers eux, on leur explique que c'est intéressant toujours d'avoir des informations et que ça coûte rien de faire un petit dépistage, que ce soit podologique ou même un test glycémique. Donc c'est vrai qu'on va vers les gens, ils n'ont pas trop tendance à venir naturellement vers nous, mais après une fois qu'on leur explique un petit peu, on se rend compte que les gens ont peut-être un peu peur des résultats, mais au final, soit ils repartent contents, ils sont rassurés au niveau du taux de glycémie ou alors au niveau de l'état de santé des pieds, ou alors au contraire, on les oriente vers d'autres professions de santé, donc ils sont quand même plutôt satisfaits. Vous l'aurez compris, se faire dépister est très important. Et si vous avez besoin d'aide pour effectuer des démarches auprès des médecins spécialistes de la CPAM, il existe des associations, comme l'association des diabétiques lensois, qui vous accompagnent sur le parcours avant, pendant et après. Le diabétique, il a le droit à être pris à 100% par la sécurité sociale. Il doit voir un cardiologue une fois par an, un ophtalmo une fois par an, un podologue au moins une fois par an. Donc il y a des diabétiques qui sont mal suivis de ce côté-là, qui ne sont pas pris en charge de ce côté-là. Donc on est là pour les orienter, pour leur dire qu'ils ont droit à avoir cette consultation-là et qu'ils voient avec leur médecin traitant. Donc il faut quand même qu'ils soient bien suivis. On peut vivre avec son diabète une fois qu'on fait bien le traitement. C'est sûr qu'il ne faut pas faire d'excès, ça c'est connu, mais on peut manger de tout. On ne parle plus de régime strict. Et rassurer les diabétiques dans ce sens-là, ce n'est pas une maladie contraignante, parce que je pense que les gens ont encore dans l'idée que c'est une maladie contraignante. Mais à part ça, moi je trouve que la vie elle est belle quand même avec le diabète. Si vous désirez des renseignements sur les dépistages ou tout simplement sur le diabète, n'hésitez pas à consulter la CPAM de l'Artois et les différentes associations de diabétiques qui vous orienteront sur les professionnels de santé. Bien plus qu'un simple forum, c'est également une véritable découverte théorique et pratique des métiers. Osons nos talents prendre l'ampleur et organiser son 10e rassemblement depuis 2016, la semaine dernière à Liévin. De plus en plus de communes et d'entreprises adhèrent à ce concept innovant qui consiste à présenter des métiers dont la demande locale est réelle, mais également de pouvoir s'y essayer et de manière concrète ou virtuelle. De l'hôtellerie au numérique, en passant par la logistique ou le bâtiment, tous ces secteurs d'activité étaient présents et convoités par les nombreux visiteurs. De quoi réjouir l'organisateur de cet événement, Laurent Chevalier. Osons nos talents, en fait, ce sont des ateliers de découverte métier qui est soutenu financièrement par le pôle métropolitain et qui sert en fait à l'ensemble des publics du territoire de Lens-et-Vain-Carvin à tester des métiers animés par des professionnels. L'idée, c'est pas d'être sur un forum classique, l'idée c'est vraiment de tester des métiers parce qu'on s'était dit qu'aujourd'hui, il y a certains publics qui sont plus ou moins éloignés de l'emploi-formation et qui sont en recherche d'emploi ou de formation. Et donc en fait on vient tester sur une demi-heure des métiers qui recrutent ou des formations qui recherchent sur le territoire. Le but c'est ça, de se rendre compte en fait de ça me plaît ou ça peut ne pas me plaire, mais en tout cas on a quelque chose de concret au bout des 20 minutes, une demi-heure de test métier sur lesquels en fait là on a la restauration, on a de la logistique, on a des services à personne, les métiers du sport,
recyclage, industrie, bâtiment, service à personne et le numérique. Donc WebDiffuse est spécialisé dans la création de sites internet et d'applications mobiles. Donc aujourd'hui on est ici pour apprendre les bases du code. Donc on va apprendre du HTML, du CSS et du JavaScript, donc, qui sont les langages de base pour devenir un développeur web et réaliser donc, des sites internet. Donc on est là en soutien à l'école PopSchool. PopSchool, c'est un centre de formation qui accepte toute personne qui désire réaliser du code, devenir développeur web. Et il y a de plus en plus d'emplois à pourvoir dans le milieu. L'idée, c'est de continuer l'année prochaine, bien sûr, avec des communes qu'on va ressolliciter, qui ont déjà peut-être reçu l'événement cette année et qui souhaitent continuer encore à dire pourquoi pas l'année prochaine, on refait un nouvel événement. Alors qu'on célèbre cette semaine la Journée internationale des droits de l'enfant, cet engagement à Méricourt passe également par un droit au loisir et à l'émerveillement. Et comme chaque année, la municipalité de Méricourt offre aux habitants une séance de cirque à moindre prix pour passer un bon moment en famille. Ils étaient donc 1400 enfants et parents à venir applaudir le cirque Achilles Avatar. Tigres, jongleurs, clowns, voltiges et autres zèbres et poneys ont fait rire et rêver le public, comme vous pouvez le voir sur ces belles images de Florent Ledemazel. Jeudi dernier, en plein cœur de Lens, l'association Prévention Maïf a mené une action d'information sécurité routière auprès des habitants de la commune. L'objectif était simple, mieux vaut prévenir que guérir. L'heure d'hiver est arrivée, la nuit tombe de plus en plus tôt, la visibilité devient de plus en plus faible et les accidents sont de plus en plus fréquents. Pour pallier à ce manque de visibilité sur les routes, des dispositifs lumineux étaient distribués gracieusement par des bénévoles de l'association afin de sensibiliser un maximum les passants. On écoute Françoise Adamski, la présidente de Prévention Maïf. Donc c'est une opération de sensibilisation à la visibilité des piétons et des cyclistes la nuit. L'importance d'être vu par les automobilistes. On sait que chaque année, lors du changement d'heure, donc on passe de l'heure d'été à l'heure d'hiver, il y a beaucoup plus de piétons et de cyclistes qui meurent la nuit, donc même sur les passages piétons, d'où l'importance d'être bien visible et de porter des accessoires rétro-réfléchissants. D'où cette opération donc initiée par l'association dans la ville de Lens, ouverte à tout public qui vient nous voir et qui repart avec des objets rétro-réfléchissants tels que gilets, accessoires, lampes à mettre sur vélo ou autre et brassards. Alors il y a ces gens de la Maïf qui m'ont demandé si je voulais m'arrêter pour peut-être gagner quelque chose. Du coup j'ai tiré un papier là et puis j'ai gagné ce magnifique brassard jaune. Voilà. Et donc c'est pour la prévention parce qu'en hiver la nuit tombe tôt et la sécurité routière c'est important et maintenant je suis prévenu aussi. Monsieur, un brassard avec votre bras et voilà, voilà. Ça se passe très très bien, donc on a démarré cette opération vers 17h et voilà, on sollicite les personnes qui bien volontiers viennent nous voir à notre stand et c'est l'occasion aussi de parler avec elles de l'importance d'être vues la nuit pour éviter justement les accidents. Cette année encore, le Sam Blues Festival est venu accorder ses guitares à Méricourt devant un public toujours plus nombreux et ravi par la grande qualité des musiciens invités. Parmi eux, le lieutenant Cobb, installé dans le nord de la France, est venu distiller sa bonne parole folk, ses basses lourdes et son harmonica lyrique, avec entre chaque morceau un humour détonnant. On écoute un petit extrait.
Plus de 12 000 personnes sont attendues ce vendredi au stade couvert de Liévin pour le 35e anniversaire de la radio Contact FM. De nombreux artistes sur scène, Amir, Bob Sinclair, Jonas Blue, Offenbach, Kungs et la jeune Louane, originaire d'Hénin-Beaumont et fierté du bassin minier. De nombreux jeunes seront donc présents pour admirer leurs artistes préférés après avoir obtenu leur place par l'intermédiaire d'un jeu SMS ou dans les centres commerciaux. Mais qui dit gros concert dit déploiement de sécurité important. On écoute le tout nouveau sous-préfet du Pas-de-Calais, M. Jean-François Raffi, qui nous donne quelques recommandations pour ce méga concert. Oui, donc c'est une salle importante qui reçoit près de 14 000 personnes. Donc nous avons fait le point de la préparation de cette manifestation et des mesures de sécurité qui sont prises, puisque c'est une manifestation qui devrait accueillir un public important. Il y a un dispositif qui est arrêté, sur lequel on ne va pas donner de détails, mais l'objectif c'est d'assurer la sécurité du public. Donc notamment une recommandation qui est faite, c'est de ne pas venir avec des sacs ou des objets encombrants. L'organisateur a pris cette initiative qui est tout à fait judicieuse, d'inviter les spectateurs à venir sans objets encombrants, sans sacs. Voilà. Donc il y a à la fois la sécurité qui est applicable à ce type d'équipement en tout temps, et puis il y a le contexte qui implique une vigilance renforcée, y compris de la part des forces de police, mais ça fait partie des décisions et des mesures sur lesquelles nous ne communiquons pas. De nos jours, nombreuses sont les personnes ayant des difficultés à trouver un emploi. La situation pour celles en situation de handicap est tout aussi compliquée. Pour répondre aux besoins de ces dernières, le lycée Léo Lagrange de Bully-les-Mines organisait la première édition du Forum Emploi Handicap. L'établissement a accueilli près de 60 partenaires qui orientaient les jeunes en situation de handicap dans leur démarche vers l'emploi, grâce notamment à des ateliers simulation d'embauche ou encore réalisation de CV. Maëlle Froidure et Christophe Billoire se sont rendus sur place. Cette année, c'est le premier forum qui a été organisé au sein de l'Éducation nationale dans le cadre de la semaine de l'emploi de la personne handicapée qui est organisée chaque année par la GFIP. On a voulu se greffer à cette semaine de l'emploi de la personne handicapée parce que nos élèves en situation de handicap en sortant du lycée souvent se retrouvaient à la maison sans possibilité de poursuite d'études ou pour trouver un travail. Donc on s'est dit pourquoi ne pas faire un lien avec le monde du travail, les partenaires institutionnels, les autres formations, des formations adaptées pour que les familles, les élèves, les établissements médico-sociaux type IEM, IME, des dispositifs comme l'IEJ qui sont venus se greffer à nous, ou en tant que partenaires pour animer des stands, ou en tant qu'invités pour découvrir ces stands. Les élèves ont des difficultés pour après s'insérer dans le domaine professionnel puisque on ne veut pas du handicap visible qui est trop visible. On préfère dans une entreprise quelqu'un qui a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé parce que ça permet d'avoir une prime sur le salaire ou alors d'atteindre les pourcentages demandés par l'État sur l'embauche des travailleurs en situation de handicap. Sauf que ces personnes qui ont un handicap invisible ont des troubles associés et là, après, ça perturbe dans l'entreprise. D'où l'appel à des partenaires comme la GFIP. Et les entreprises commencent petit à petit à embaucher grâce aussi aux partenaires qui les accompagnent. Et en se rendant compte que c'était un plus d'accueillir des personnes en situation de handicap dans une entreprise parce qu'ils étaient ultra motivés. Donc on a vu différents parcours de jeunes qui réussissent petit à petit à aller vers ce monde du travail, même aller vers un CDI. Et l'entreprise s'ouvre au handicap grâce aux aides qu'on apporte et aussi aux jeunes qui vont vers cette entreprise en étant guidés. Donc là, le but, c'est de poursuivre tout d'abord les forums, aller aussi vers insertion professionnelle et poursuite d'études pour le prochain. Le second but, c'est toujours les surveiller, on va dire, les guider. Et on a le PRITH, le PRIT, le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, qui nous permet de suivre ces jeunes. Ils sont fichés, on va dire, quand ils passent
par Pôle emploi, par la mission locale, par Cap emploi, par l'éducation nationale. On a des fiches qui nous disent il est passé là, il est repassé là, et on voit leur parcours. Et on peut les reguider à un moment. Vendredi 17 novembre, le foyer résidence Jacques Duclos de Salomine, représenté par sa direction et le maire de la ville, M. Christian Pedowski, a signé une convention avec l'association GEPAL qui intervient auprès des personnes âgées sur les agglomérations d'Hénin-Carvin et de Lens-Liévin. L'association propose 2 services, Sésame qui accompagne les personnes en fin de vie ou ayant des maladies chroniques et le service gériatrie qui propose un diagnostic de la personne afin de mieux la suivre au cours de ses soins hospitaliers. Un rapprochement entre les deux parties permettra aux résidents d'obtenir des soins que le personnel de la résidence ne pouvait assurer. Il donnera aussi la possibilité aux résidents de finir leur jour dans leurs appartements au sein de la résidence tout en étant accompagnés. On écoute Danielle Borkowski, présidente de l'association GEPAL, et Olivier Aubert, directeur de la résidence autonomie Jacques Duclos. Ici au foyer, on intervient au domicile des résidents, on leur demande avec l'accord du médecin traitant, ça c'est obligatoire, et on respecte en fait le milieu médical qui intervient auprès des personnes. Si un résident présente des complications gériatriques, parce qu'aujourd'hui on soigne une personne âgée trop souvent comme on va soigner une personne de 20, de 30, de 40 ans. Sauf qu'une personne âgée, elle a un développement propre à elle par rapport à son âge, par rapport à un passif, et on doit vraiment prendre le soin et l'accompagnement de la personne dans une globalité gériatrique. GEPAL va nous apporter via le village cette possibilité. Et puis la fin de vie également, aujourd'hui 30% des personnes souhaitant mourir au domicile le font effectivement. Trop souvent, on a recours à l'hospitalisation parce que les personnes qui soignent au domicile ne savent pas comment accompagner la personne en fin de vie. Et nous les premiers, on a cette volonté, mais on ne sait pas exactement comment faire. Il y a tout un accompagnement médical, psychologique, et Sésame, là, nous l'apportera. Donc voilà, les 2 entités GEPAL vont nous apporter cette sérénité et cette possibilité. Préciser que cette convention va vraiment nous permettre de coller à la loi de 2015, d'apporter une sérénité qu'on n'avait pas avant, de par le fait, je pense, d'avoir toujours été un établissement médico-social, mais ça a été oublié quand même par pas mal de monde. Les foyers logements étaient vraiment considérés comme du domicile, plus que comme un établissement médico-social. Réunis au Louvre-Lens, les collectivités locales étaient venues écouter la semaine dernière Option Publique, le cluster de l'innovation numérique des services publics, mise en œuvre de la loi de dématérialisation, application du projet de la loi numérique, évolution de la décentralisation, saisine par les citoyens par voie électronique, l'utilisation des outils numériques par les collectivités dans leur lien avec les citoyens devient quotidienne et peut soulever de nombreuses interrogations d'ordre social, économique, sécuritaire et sociétal. Pour initier ce débat sur notre territoire, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin s'est associée à Option Publique pour aborder les mutations des administrations en nous éclairant à travers des retours d'expériences locales et internationales d'entreprises, de collectivités et d'associations. Oui, mais le deal, c'est que les collectivités... Alors, la communauté d'agglomération a répondu favorablement à un cluster d'entreprises qui travaillent sur le sujet de la cybersécurité, ce qui est une obligation des collectivités locales à échéance 2018, une obligation légale de sécuriser la donnée. Il y a un fort besoin que le citoyen ait confiance en la donnée, et que les entreprises aient confiance à la donnée et qu'à un certain moment, en plus, on mette en place les outils pour lutter contre les piratages dont on entend parler régulièrement. Pour cela, c'est un monde que les collectivités locales ne connaissent pas et c'est un monde qui est un accélérateur aussi de développement économique. À savoir que l'hôpital de Lens, la reconstruction de ce premier hôpital digital nous amène à réfléchir sur comment on peut travailler la question de l'attractivité du territoire pour les professionnels de santé
par l'installation sur ce territoire d'outils numériques, comment on peut améliorer la santé des citoyens avec les objets connectés, avec une relation médecine de ville, hôpital. Et le dossier du premier hôpital digital de France, qui était hospitalo-hospitalien, devient maintenant un accélérateur du développement économique de ce territoire, car ça ouvre un tas de portes vers l'économie de demain. Et on a besoin, pour sortir un dossier médical, pour sortir un dossier public, on a besoin d'une sécurité renforcée, car si un médecin reçoit des données de l'hôpital de Lens et qu'il n'a pas confiance en la donnée, il ne pourra pas la traiter et on aura perdu tout l'intérêt de transférer des données vers la médecine de ville. Changement des comportements, adaptation de l'homme, et c'est en ce sens que nous, on s'est dit, et c'est là qu'on a rencontré, et c'est une alchimie, c'est cette alchimie. Ouais. Option Publique, c'est un cluster d'initiatives privées, donc ce sont des entreprises qui se sont regroupées pour faire un guichet unique qui va amener de l'intelligence collaborative au territoire, donc aux collectivités locales, aux hôpitaux, à tous les partenaires publics ou privés des territoires. Pourquoi je suis là, c'est parce que je suis aussi originaire de ce territoire. Ça, c'est ma première fierté. Deuxièmement, je pilote aussi des startups et je pilote des réseaux de startups qui font des initiatives et qui créent de l'innovation sur les territoires. On a rencontré un territoire, en l'espèce, c'est la CAL, la communauté d'agglomération, qui était très à l'écoute et qui nous a ouvert les portes pour qu'on puisse s'installer ici. On parle de la troisième révolution technologique et moi je dis on est ici parce qu'on est dans la quatrième révolution technologique. La quatrième révolution numérique, c'est pas les applications, c'est pas tout ce qui se passe, c'est la révolution cognitive. C'est aujourd'hui comment tout ce numérique va changer les humains dans la façon d'utiliser le numérique et de comment ça va impacter l'activité humaine elle-même. On pense aux hôpitaux, on pense aux collectivités locales, le rapport entre citoyens et collectivités locales. On pense, je vais l'illustrer tout simplement, c'est-à-dire un trou dans le trottoir demain, le citoyen passera par son smartphone, prendra la photo, elle arrive directement au service de la mairie, le service de la mairie prend en compte, c'est géocodé, il y a un message automatique du maire qui est renvoyé au service et aux citoyens, et voilà, et tout ça, ça doit se faire aussi au service de l'humain, j'insiste. C'est pour ça qu'ici, on a déposé un nom de domaine, partout dans le monde, on parle de la Smart City. C'est génial la Smart City. Nous, ce qu'on veut, c'est la Human Smart City. C'est une cité intelligente au service de l'humain. Le bassin minier, c'est notre territoire d'expérimentation. Ça veut dire qu'on fait venir des laboratoires universitaires européens, français, enfin de par le monde. On fait venir tous nos contacts. Et la communauté d'agglomération nous offre de l'expérimentation. Donc on pourra tout tester. Donc vous serez précurseurs sur beaucoup de choses, on l'espère. Et puis à partir de là, les entreprises qui sont nos membres, elles pourront vendre ça à partir dans le monde entier. Tout ça, ça va être créateur d'emplois non exportables. Il y a tous les symboles ici. C'est révolution culturelle, révolution numérique. L'ouvre-lance, c'est un symbole de beauté. On veut créer de la beauté, de l'intelligence. Il y a tout. Vous avez tout pour que ça marche. Et ça va marcher. Registre d'État géré par les collectivités territoriales. On comprend que cette transformation digitale va impacter aussi la sécurité intrinsèque de ces 17 registres d'État. Vendredi dernier, l'espace culturel La Gare de Méricourt accueillait Guy Alouchery et la compagnie HVDZ pour son spectacle La Brique. À travers La Brique, Guy Alouchery revient sur l'histoire de sa famille sous la forme d'un spectacle conférence farfelu. Il nous invite ici à une réflexion originale sur la brique comme patrimoine fondamental de la culture populaire. Dans un récit à la fois touchant et drôle, il commente ses photos de famille et ses souvenirs d'enfance. Un prétexte attachant pour revenir sur l'histoire commune des gens de cette région. Alors je me suis dit, mais est-ce qu'ils me prennent comme faisant partie? Un jour, on m'a demandé, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, de faire un spectacle sur le patrimoine et puis sur le bassin minier. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a tout autour qui n'est jamais autant mis en valeur que certains monuments et autres? Et je me suis dit, mais les briques, elles sont là partout, et puis on les voit plus, les maisons sont en briques. Moi, j'ai vécu dans un coron, évidemment, tout était en briques, et je crois qu'à force de les voir, et puis c'est un matériau humble, comme j'aime bien, un matériau simple. Le charbon, on en a beaucoup parlé, j'ai beaucoup de respect pour ce matériau-là, bien sûr, mais je me suis dit, mais c'est l'occasion jamais de parler de ce paysage qui m'environnait tout le temps, paysage de briques. Et puis les briques ont une très longue histoire avec le bassin minier, avec aussi l'histoire des mines et tout ça, puisque tous les bâtiments en fait
des mines étaient des bâtiments en briques, mis à part quelques-uns. Je me suis dit, je me prends pour une brique et puis je vais essayer de me raconter moi, ma vie dans les corons et puis ma vie après. Voilà pourquoi je suis devenu acteur, pourquoi j'ai eu envie un jour de parler principalement des gens dans les quartiers, dans les corons et dans les quartiers populaires en général. Voilà, j'en ai fait, ma recherche. Ma recherche, j'en ai fait ma bataille. On a tellement de préjugés sur ces quartiers qu'on les montre toujours d'une certaine manière. Et puis, je pense que c'est aussi une façon détournée d'entretenir les gens dans la peur des autres. Alors que nous, je dirais que c'est un peu... si je dirais que je fais plutôt du développement durable de l'art et de la culture, le but du jeu, c'est qu'on construise ensemble un monde meilleur. Et même par là, chacun dans là où il est, d'essayer de faire en sorte que ça Inspiration, bouge. Édouard Levé. Une sépulture de briques. Ou encore un gros minet à la poursuite d'une souris qui s'aplatit sur un mur de briques. Elle est installée rue de la Paix à Lens et en plus elle est made in Pas-de-Calais. La boutique My Original Shirt produit ses vêtements vintage à Dourges et c'est au cœur de la boutique familiale à l'ambiance old school et motarde que Maëlle Froidure et Anthony Vermus sont allés découvrir ses créations. Chez My Original Short, donc nous proposons des sweatshirts, des t-shirts, des polos qui sont brodés ou imprimés en fonction des différents supports par nos soins. Donc on reste toujours sur le thème du vintage, donc du hot rod, du motard également. On a beaucoup de clientèle motard et puis aussi en fonction de la demande. Alors je vous présente donc la dernière création. Donc le sweat American Legend. Le dessin a été réalisé par mon frère, Nicolas. Donc vous avez de la broderie avec des petites roses. Il y a plusieurs rouges pour dire de faire ressortir les roses. Et dans ce visuel, vous avez la petite bannière qui est en cuir. Il a été inséré dans la broderie et on l'a brodé à nouveau dessus. Donc là on place le dessin et là la machine elle est opérationnelle, donc du coup j'ai plus qu'à lancer en fait le fichier. Après on a cette partie là, je l'ai arrêtée là et après je vais venir mettre ma pièce à porter en cuir. Pour ce modèle-ci, on est à 2 heures de broderie juste pour le dos du maillot, mais on a un maillot qui met à peu près 3h30. On établit auparavant un cahier des charges, c'est-à-dire le thème, le sujet et le visuel qui va être attribué sur le t-shirt. Là, en l'occurrence, ici, on va travailler sur la version hot rod, old school, avec des couleurs assez fades, quelque chose de très vintage. Évidemment, dedans, on va devoir réintégrer les mots Moss, les mots Roadrunner et Raspool. Et par rapport à ça, je peux m'exprimer comme je le sens, en fait, je peux dessiner ce qu'on veut, et puis après, on juge ce qui fait pas, quoi. Ça a été créé en 2010 à 4, ma sœur, ma femme, ma belle-sœur, moi. Nous, on fait de la conception de magasin, c'est-à-dire qu'on fait de l'agencement, on fait du décor pour le magasin, les vitrines, les supports, les affiches, tout ce qui est communication visuelle. Et de là, on nous a demandé, vous pouvez nous faire nos maillots, nos t-shirts, machin, très facile. Donc on est parti sur le produit. Et puis la demande a été telle qu'on a commencé par 1, 2, 10, 20, et aujourd'hui on fait que ça, quoi. Quand j'aurai terminé ce dessin-là, on va le ripper. Donc on va passer par un logiciel qui va nous permettre de traduire nos pixels en données numériques pour que la machine puisse traiter le dessin, quoi. Là, on va le faire sécher, c'est-à-dire que là, le t-shirt, il va partir dans le four, il va partir à une température avec une vitesse donnée, ça va sécher et stabiliser en fait les encres.
Chaque automne à Méricourt, avant que les fauves d'Achille Zavata n'investissent le chapiteau, des dizaines de danseurs de toute la région viennent se défier avec respect mutuel sur les mix de DJ Teboul. Organisé en partenariat avec le club de Méricourt, l'association Amen Zoulou et les services de la ville, la soirée hip-hop a réuni un public de plus de 300 personnes venues applaudir chaleureusement tous les danseurs. On vous offre quelques prestations de ces break-danseurs. Je vous le disais en début de JT, les prochaines semaines ne vont pas manquer d'animation sur le territoire de vos communes autour de Lens-Liévin. Marché de Noël, 5 ans du Louvre-Lens, Lens-Jura et bien d'autres animations. On en parle tout de suite avec une spécialiste puisqu'il s'agit d'une des sympathiques animatrices de l'Office du tourisme de Lens-Liévin, Florence Ouvenagel, qui est chaque jour à votre service pour vous faire passer un bon moment sur le bassin minier. Florence Ouvenagel, bonjour, bienvenue sur Télégoël. Bonjour Valérie. Alors, il paraît qu'on ne va pas s'ennuyer dans les prochaines semaines sur Lens-Liévin et aux alentours. En effet, et ça commence dès ce week-end. Alors, dès ce week-end, quelles sont en gros toutes les animations prévues pour les fêtes sur le territoire de Lens-Liévin? Alors, ce week-end, on a l'opération Lens-Neige qui commence avec l'arrivée du Jura à Lens, qui revient une nouvelle fois cette année, donc tout le week-end, avec effectivement Philippe Candeloro qui nous fera le plaisir de venir à Lens pour un spectacle samedi soir. Et puis ensuite, tous les week-ends, on a une animation prévue sur le territoire de Lens-Liévin. Donc Lens-Jura, ça débute ce week-end? Tout à fait, du 24 au 26 décembre. Donc vendredi, novembre. Novembre, oui, parce qu'on a dit que ça démarrait avant. Oui. Donc vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Avec exceptionnellement Monsieur Philippe Candeloro qui vient patiner sur la patinoire qui est déjà installée pour toutes les fêtes. Voilà, jusqu'au 7 janvier. Jusqu'au 7 janvier, il vient patiner avec des danseurs. Ce soir. Non, samedi soir. Non, samedi soir, à partir de quelle heure alors? 18h. À partir de 18h. Donc sur Lens-Jura, on va retrouver quoi? Alors, on aura des stands de produits régionaux, donc c'est le moment de faire sa cargaison de comté pour tout l'hiver. Et puis, évidemment, les offices de tourisme du Jura qui sont là aussi pour nous faire rêver, nous donner envie de passer des vacances là-bas. On aura une animation autour des chiens de traîneau également ce week-end. Et puis, évidemment, le carrousel de Noël qui est déjà sur place sur la plage Jean Jaurès. Donc, un petit avant-goût, même si on n'a pas de neige, un petit avant-goût de vacances au ski. C'est ça. Et puis déjà, les fêtes qui commencent finalement un mois avant Noël, on sera déjà dans l'ambiance de fête. Oui, parce que c'est un peu comme un marché de Noël, puisqu'on peut faire déjà des achats. Tout à fait. On peut déjà acheter ses cadeaux et même ses provisions pour les réveillons. Et puis aussi passer un moment en famille, puisqu'on a pas mal d'animations pour les enfants. Donc ça va être un petit moment de fête à partager. Donc en cette fin de novembre, Lens-Jura, est-ce qu'il y a d'autres animations et des ateliers qui sont prévus pour les festivités de Noël, notamment pendant les vacances scolaires? Alors, pendant les vacances scolaires, on a une animation, effectivement, des ateliers jeunes publics et familles réguliers qui sont organisés notamment par le Louvre-Lens. Vous allez avoir aussi des ateliers Créer votre anamorphose dans le cadre de l'exposition Détournement de fonds pour Georges Rousse. Et puis, du 8 au 23 décembre, on a le village de Noël à Lens, sur le centre-ville, justement, pour avoir des animations tous les week-ends sur ce marché de Noël. Alors, des animations au Louvre-Lens, bien sûr, des animations parce que cette année, c'est les 5 ans du Louvre-Lens. En effet, le Louvre-Lens fête ses 5 ans du 2 au 10 décembre, donc on a 2 week-ends de fête, et puis la semaine entre ces 2 week-ends, on a aussi des animations qui sont proposées tous les jours par le musée. Est-ce qu'il y a des temps forts? Oui, effectivement. Donc le premier week-end, le week-end du 2 et du 3 décembre, on aura un bal au musée, on a un loto qui est également organisé pour les voisins. On a un concert, évidemment, Concert de Calypso Rose, je crois. Calypso Rose, ouais, effectivement. Une grande artiste le brésilienne. 3 décembre, et donc effectivement, quand on fête son anniversaire, il y a de la musique.
il y a de la fête, il y a un gâteau, on invite tout le monde et c'est exactement ce que fait le Louvre-Lens. Il invite ses voisins, ses partenaires, ses amis à fêter son anniversaire avec lui. Et le week-end qui suit, le week-end du 9 et du 10, on a aussi pas mal d'animations sur le site du Louvre-Lens, mais aussi partout en ville, avec notamment le trail urbain le samedi 8, en fin de journée, de 17h à 23h, et puis ensuite le mapping sur la façade de la fac Jean Perrin, les grands bureaux des mines qui viendront finalement servir de décor à une animation vidéo. Donc cette animation vidéo, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous en parler de comment ça se passe sur ce grand monument que sont les grands bureaux? Alors effectivement, en fait, on a un écran qui représente 85 mètres de long, donc c'est assez immense. Et donc sur cet écran seront projetées des images mises en musique, animée, donc la prestation dure à peu près une vingtaine de minutes et elle sera reproduite toutes les 30 minutes de 18h à 23h. C'est totalement gratuit, tout le monde vient en soirée finalement assister à ce spectacle qui donne un peu justement qui redonne de la vie sur cette façade. Donc vraiment un événement exceptionnel. On écoute d'ailleurs Monsieur Sylvain Robert, le président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, qui est à l'origine de ce mapping. C'est toute une série d'animations qui viennent accompagner les 5 ans du Louvre et l'Agglo s'est engagée à la fois sur ce son et lumière, mais en même temps sur un trail urbain avec la Ligue d'athlétisme pour déjà faire peut-être découvrir notre territoire de façon différente, le son et lumière pour retracer sur une façade emblématique l'évolution de notre secteur, l'évolution de notre territoire, liée au Louvre, mais pas uniquement, parce qu'on est là sur l'histoire globale de notre bassin minier, depuis la partie un peu majestueuse du bâtiment qui représentait le symbole des compagnies des mines, jusqu'à l'évolution et sa transformation pour l'université aujourd'hui, qui sert de support pour exploiter des nouveaux métiers et des nouveaux supports numériques et montrer au travers ça l'évolution de notre secteur et l'avenir qui se promet à nous. Une société régionale qui a répondu à notre appel d'offres et qui a été retenue à ce niveau-là, qui a l'habitude de faire ce type de manifestation, mais qui là pour la première fois va avoir un support aussi large et aussi haut, parce qu'on est sur des dimensions exceptionnelles quand on voit la façade des grands bureaux, et ce sera l'ensemble de la façade qui sera animée et pas uniquement la partie centrale. Donc c'est aussi un challenge pour elle, parce que c'est dans ce nouveau type de représentation artistique des nouveaux supports à chaque fois, mais là encore on est sur une dimension au-delà de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Voilà, donc c'est un gros challenge, mais en même temps le signe d'une évolution de notre secteur. C'est surtout l'occasion de voir des édifices et des structures de façon un peu différente. Si on est sur la partie sportive, le stade de Bollard-de-Leulis, le stade couvert régional, le Louvre-Lens, on est sur la traversée de certains bâtiments emblématiques, on va traverser l'université, les locaux de la Cale, la mairie de Lens, certains commerces. Voilà, donc c'est de découvrir avec un autre œil notre territoire et peut-être prendre aussi un peu en compte et voir les évolutions qui ont été réalisées depuis ces dernières années. Et puis sinon, c'est surtout un mouvement populaire et festif qu'on souhaite avoir, notamment avec le partenariat des commerçants qui se sont associés spontanément à cette démarche et qui là aussi sont les relais naturels de cette opération. Alors, beaucoup de bâtiments qui vont être visités, des visites que l'on peut faire toute l'année avec l'Office du tourisme. Oui, effectivement. Donc, on a eu la semaine dernière justement une visite sur les grands bureaux. Ce sont des visites qui nous sont souvent demandées, donc on répond à la demande et on programme effectivement régulièrement la visite de ces bâtiments qui font partie du patrimoine. Et c'est une richesse, donc il faut les montrer. Mais effectivement, là, le fait de courir à l'intérieur de ces bâtiments, c'est quand même quelque chose qui ne s'est encore jamais fait. Et donc, je pense que vraiment, c'est une occasion un peu unique de les revoir, de les voir. Et puis, puisque c'est organisé dans le cadre de l'anniversaire du Louvre-Lens, en clin d'œil à l'exposition Musique, Écho de l'Antiquité, on aura une ambiance musicale dans chaque lieu traversé. Et donc, ça peut aussi donner finalement une nouvelle atmosphère à ces lieux qu'on imagine quelquefois un peu froids, qui sont très institutionnels, ou qui peuvent être justement chargés d'histoire et qui là peuvent être très émouvants. Courir ou même marcher. J'en reparlerai tout à l'heure avec Fred Peter dans la rubrique sport, mais le trail, c'est de la marche ou de la course à pied. Donc, les gens pourront visiter tous ces monuments à leur rythme. Alors, on va reparler des 5 ans du Louvre-Lens, parce que tout le monde se pose la question. Ça fait 5 ans qu'il est sur le territoire, ce Louvre-Lens. Ça marche? Oui, ça marche. Oui, ça marche. Oui, il y a du monde. C'est le 3e musée en termes de fréquentation, après les musées parisiens. Donc, en région, ça reste quand même... il est dans le top 3 en fréquentation. Et puis, c'est un musée qui est très différent des autres musées. Et finalement, c'est justement ce sont ces différences qui font que ça fonctionne.
C'est le seul musée à proposer des visites pour les bébés à partir de 9 mois. C'est quand même quelque chose d'assez époustouflant. Justement, autour de la notion de famille, de partage, il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de ces collections. On nous apprend à être finalement des médiateurs, des guides d'un jour. On apprend aux grands-parents voilà, comment on répond à un petit garçon, une petite fille qui nous dit « Mais pourquoi là, le monsieur, il est tout nu ?» C'est souvent la question en plus que se posent les enfants. Et effectivement, et puis donc les collections du musée sont aussi justement finalement le support à des discussions qui sont extrêmement importantes en famille à partager. Et puis c'est aussi un moment de fête, donc on profite en fait de cette visite au musée pour partager un moment entre plus petits et plus grands. Les touristes viennent du monde entier ? Oui, les touristes viennent du monde entier. Et effectivement, il y a une forte affluence japonaise qu'on n'imagine pas forcément et dont on ne soupçonne pas l'existence quand on est d'ici. Mais aussi le fait que les architectes soient japonais, finalement, ça fait venir une population qui vienne en fait voir la réalisation de ces architectes japonais. Et donc, on n'imagine pas nécessairement, quand on est habitant de l'Aglo, qu'il y a énormément de Japonais qui viennent à Lens pour voir le Louvre-Lens. Eh bien oui. Alors, Lens-Liévin, deux grosses villes sur le territoire, mais il y a d'autres communes également. Est-ce qu'il y aura des choses pendant ces festivités sur les autres communes, dans les musées aux alentours ? Oui, effectivement. De toute façon, la période des fêtes reste quelque chose d'universel. Il y a des marchés de Noël dans toutes les communes de l'Aglo. À Los-Angeles, vous avez aussi de grosses manifestations dans un cadre Fête in Los. Chacun a sa petite dénomination. Vous avez des marchés de Noël partout dans toutes les communes, des animations, des descentes de Père Noël de la mairie, etc. Et puis là, très prochainement, on fêtera aussi Sainte-Barbe, finalement, qui lance aussi une autre festivité, avec notamment à Liévin une retraite au flambeau, des spectacles le lundi 4 décembre. À Avion également, je crois que le marché de Noël, c'est pendant les fêtes de Sainte-Barbe, avec un feu d'artifice, si ça n'a pas changé. On peut retrouver où toutes ces informations ? Alors, vous pouvez les retrouver d'abord sur tous les sites des mairies de toutes les communes de l'Aglo. Sur le site de l'Aglo Lens-Liévin, vous allez aussi retrouver énormément d'infos sur toutes ces festivités liées aux 5 ans du Louvre-Lens, le trail urbain, le mapping, et puis évidemment toutes les fêtes de Noël dans toutes les communes. Et puis sur le site de l'Office de tourisme, tourisme-lensliévin.fr. Merci Florence. Merci à de vous. nous apporter toutes ces précisions sur toutes les festivités de l'agglomération de Lens-Liévin. J'espère que je n'en ai pas oublié, il y en avait tellement que j'espère va falloir aussi choisir maintenant. Voilà, en tout cas, on retrouvera toutes ces informations sur le site de l'Office du tourisme. Évidemment. Et sur les communes. Alors n'hésitez pas à aller voir sur les sites des communes ou sur le site de l'Office du tourisme de Lens-Liévin. En tout cas, vous y verrez beaucoup d'animations pour ces fêtes. Ça démarre, on vous le rappelle, ce week-end, donc vendredi, samedi et dimanche. Et tout de suite, on va retrouver notre ami Fred pour sa rubrique sport. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, Comment bonjour vas-tu Nathalie. Moi je vais très bien et vous? Alors on commence avec la réserve du Racing Club de Lens qui s'est incliné ce week-end. Et oui Valérie, malgré la présence d'Abdelrafik Gérard et de Christos Tassoulis, les joueurs de Franck Hayes ont déposé les armes 2-1 contre les Corses de Bastia Borgio, emmenés par un certain Jérôme Lemoigne qui a porté les couleurs du Racing Club de Lens il y a quelques années. L'unique but lensois est à mettre au crédit de Mounir Chouillard. C'est la fin d'une série de 4 matchs sans défaite pour les jeunes pousses de la Gaillette qui se retrouvent 10e de leur poule de National 2. Fin de parcours pour Vimy en Coupe de France. Oui, l'aventure est terminée pour les protégés de Macloufir et Batachi. Opposés à Senlis, Vimy s'est fait sortir au 7e tour de Dame Coupe après avoir perdu sur le score de 2-1. Une déception pour les hôtes du stade de la Mine de Vimy qui ont quand même réussi une belle épopée cette année. Le basket club liévinois continue de rouler sur ses adversaires en basketball. Et oui, ce samedi, les Liévinois ont signé une 8e victoire en 8 matchs de championnat. Sur le parquet de Beuvrages, le BCL s'est imposé 67-56 et reste premier de sa poule de National 3 devant les clubs de Cambrai et de Margny. Victoire également pour le hand volleyball. Opposé au centre fédéral, le HVB est allé chercher sa victoire dans le dernier set, s'imposant 3-7-2. Donc, le match a failli leur échapper puisque les Arnésiens menaient les débats 2-0 avant de se faire rejoindre à 2 partout. Mais au final, la victoire est là et elle est belle. Au classement, Arnes prend des couleurs et monte au 6e rang. Par contre, les filles du VCH font la grimace. Les Arnésiennes se sont faites croquer 3-0 sur le parquet de Terville-Florange. Trop tendre et pas assez agressive, les joueuses d'Émilie Hipp ont subi la loi de leurs adversaires d'un soir. C'est la 2e défaite consécutive pour les Arnésiennes qui terminent la phase des matchs allés sur une très mauvaise note.
La ville de Arnes, qui se porte bien, on a l'habitude de le dire, a vécu également un week-end très judo. Ça se passait les 11 et 12 novembre à la salle Maréchal. 1250 jeunes judokas s'étaient donné rendez-vous pour le tournoi international de Arnes. Plusieurs nations européennes étaient représentées et le club de Arnes avait 12 engagés dans ce tournoi. Néanmoins, aucun n'a réussi à décrocher une médaille. Toutefois, ils ont montré de très belles choses sur les tatamis. On n'a pas encore parlé du Racing Club de Lens, Fred, une belle victoire? Oui, une belle victoire pour les joueurs du Racing Club de Lens qui a recevé le Chamois niortais lundi soir au stade Bollard d'Héloïse. Une belle victoire, 3-1, acquise grâce à un doublé de Souleymane Diarra et un but sur pénalty de Kevin Fortuné. Grâce à cette victoire, Lens sort pour la première fois depuis la deuxième journée de championnat de la zone rouge et se fixe au 17e rang de ce championnat de France de Ligue 2. Mais la route est encore longue avant la fin du championnat. Prochain rendez-vous pour les joueurs d'Éric Sicora, ce sera ce samedi sur la pelouse du Havre. Le coup d'envoi est fixé à 15h15 et selon les dernières rumeurs, beaucoup de supporters vont faire le déplacement. Et on écoute tout de suite d'ailleurs Éric Sicora pour un reportage d'Anthony Vermus. On y va là-bas pour faire quelque chose. Après, l'adversaire aussi, il voit nos matchs, il va aussi poser des problèmes. Donc, mais je pense que ça reste un match ouvert sur la série de matchs aussi. Aujourd'hui, je pense qu'on ne nous voit plus de la même façon qu'il y a 2 mois. Donc, il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Après, bon, c'est une bonne équipe, un bon stade, il va y avoir du monde. Ça va être, ça va être un match intéressant. Sur les derniers matchs, c'est beaucoup plus cohérent ce qu'on propose, même si c'est jamais évident de sortir d'une spirale qui a été aussi négative. Donc c'est bien, après en espérant pouvoir enchaîner pour être... on ne s'est pas mis d'objectif, mais d'être le mieux possible avant la trêve. Quand tu regardes le calendrier, on va au Havre, on se voit à Ajaccio, tu as un Reims en coupe et tu vas au PFC. Donc des matchs qui sont loin d'être évidents. Mais quand on prend les 8 derniers matchs, on est 5e. On a retrouvé cette solidité, on marque. Maintenant, il faut qu'on arrive aussi à être encore plus efficace pour avoir des matchs un peu plus faciles rapidement. Et éviter de se mettre en panique sur 2-3 situations et de remettre l'adversaire dans le match en fin de compte. La remontada. Forcément, après, on va pas se cacher, la place de Lens, elle n'est pas 17e de Ligue 2. Donc, on espère tous, on a tous un souhait, c'est de remonter le plus haut possible. Après, il va falloir, à un moment donné, faire une belle série pour pouvoir, parce qu'on a pris énormément de retard. Donc, si ça peut commencer dès ce week-end au Havre, ce serait très bien. Mais on sait que ça va être compliqué. Je ne peux pas dire qu'on avait perdu l'ambition, mais retrouver l'ambition, c'est de dire, voilà, de grappiller, d'aller au Havre, avec de la sérénité, avec de la confiance. Et puis se dire qu'aujourd'hui, on est capable d'aller grappiller des points là-bas, comme on a pu le faire à Châteauroux, à Nancy, aller gagner à Bourg-en-Bresse. Donc voilà, c'est à nous d'être bien solides. Et puis aujourd'hui, voilà, on a aussi des certitudes. Donc il faut s'appuyer là-dessus. Et le 9 décembre, Fred, ce sera le premier trail urbain de Lens. Et oui, on commence tout doucement à se préparer pour cette compétition organisée dans le cadre des 5 ans du musée du Louvre-Lens. Ces dernières semaines, la ville a accueilli plusieurs courses. On peut notamment citer la route du Louvre ou encore le Holy Run. En tout cas, la prochaine, ce sera le trail urbain. Le président de la Ligue d'athlétisme, Jean-Pierre Mayel, a donné des détails sur l'organisation de cette journée spéciale au micro de Télégoël. Alors c'est une nouveauté sur Lens. La Ligue organise notamment des trails urbains dans la région, à Valenciennes, à Arras. La CAL nous a sollicité pour organiser ce type d'événement. La CAL avec qui on a des relations très privilégiées dans le cadre notamment de la route du Louvre. Donc la CAL nous a sollicité pour apporter notre concours à l'organisation d'un événement comme celui-là. On a tout de suite répondu favorablement et puis on s'est dit que Lens, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, Lens a quand même matière à montrer des bâtiments, des monuments historiques et puis des lieux sportifs emblématiques. Et le premier lieu sportif emblématique, c'est forcément le Stade Bollard. Alors sur la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, on a également un autre lieu emblématique du sport, c'est l'Arena Stade Couvert qu'on traversera. Et donc l'idée du trail urbain, c'est de montrer un petit peu tout le patrimoine de la ville de Lens et puis des villes aux alentours qui font partie de la CAL.
Oui, alors les commerçants de Lens qui vont accueillir les participants dans des conditions quand même qui sont très favorables à mettre une bonne ambiance. Petit jeton va leur être remis pour qu'ils aillent, pour qu'ils puissent aller donc dans les commerces consommés. Ce sera pris en charge par l'organisation. Il y aura aussi des bons qui seront remis pour des repas dans les restaurants, des remises dans différents commerces de la ville. Donc oui, effectivement, les commerçants qui ont vraiment mis le paquet pour participer activement à l'organisation. Alors, les inscriptions sont possibles sur le site donc, de l'Urban Trail. C'est une inscription par Internet. L'inscription est de 8 € pour le 9 km et de 13 € pour le 21. Les inscriptions sont ouvertes jusque la veille de l'événement. Donc vous allez sur le site de la Ligue, vous allez sur le compte Facebook de la CAL ou alors sur le compte Facebook de l'Urban Trail et puis vous avez un petit lien d'inscription pour pouvoir vous inscrire sur la plateforme Newco. Donc le lieu de rendez-vous c'est Place Jean Jaurès, on vous espère bien sûr très nombreux à venir participer. On a actuellement un peu plus de 1000 inscrits, vous serez au minimum 2000 voire 2500 à participer. Dépêchez-vous, il n'y aura pas forcément de la place pour tout le monde. Alors, ferez-vous partie de ces 2000 participants, on l'espère, en tout cas en marchant ou en courant, il me semble, hein, Fred, je crois que c'est marcher ou courir. En rampant, pour ceux qui seront bien fatigués. Exactement. Et n'oubliez pas que les commerçants participent également, comme ils l'ont dit, et vous pourrez boire un petit verre dans tous les commerçants de Lens. Merci Fred. À ton service Valérie, à bientôt Nat. Merci. On retrouve Nathalie tout de suite pour notre agenda culturel. Alors Nathalie, il est Alain dans nos chers voisins et fait son one-man show au Centre culturel Évasion de Noyelles-sous-Lens. Oui, c'est ça Valérie. Ce vendredi 24 novembre à 20h30 au Centre culturel de Noyelles-sous-Lens, Gilles Alma sera 100% naturel, titre de son spectacle dans lequel il passe au crible avec humour les travers de la vie. Un spectacle où le cirque se mêle à l'architecture. Oui, Valérie, dans le cadre du temps fort Entrée en matière de culture commune scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais, l'Arc-en-Ciel de Liévin accueille le spectacle Tesseract avec la compagnie de Nacho Flores, une jolie proposition circassienne au programme de vendredi 24 novembre à 19h. Du théâtre patoisant à l'espace culturel Jean Ferrat d'Avion. Oui, Bernard Béclin, Claudine et Alain Lampens de la compagnie l'Artesti Show nous invitent dans Berdouf à rire des vicissitudes d'un couple qui part en vacances. À découvrir le dimanche 26 novembre à 15h30 à l'espace culturel Jean Ferrat à Avion. On passe à la danse au centre culturel Prévert de Arnes. Le centre culturel Jacques Prévert de Arnes prendra des airs de cabaret le samedi 25 novembre à 20h30 avec le spectacle Paris Danse de la compagnie Tempo Scène. Un documentaire tourné à Libercourt et visible à la gare de Méricourt. L'espace public et culturel La Gare à Méricourt nous propose vendredi 24 novembre à 19h une soirée ciné-documentaire dédiée au quartier des Six-Drèvres à Libercourt. Un film de Nadia Boukerka, Naïm Ahad et Mehmet Harikan intitulé Un figuier au pied du terril. Un concert où vont résonner le jazz et le baroque à la scène du Louvre-Lens. Oui, inspiration baroque, tel est le titre proposé pour la rencontre entre le clarinettiste de jazz Louis Sclavi et l'ensemble baroque Amarillis qui aura lieu le vendredi 24 novembre à 20h30 à la scène du Louvre-Lens. Et pour clore l'agenda culturel, un spectacle de marionnettes à l'Arc-en-Ciel de Liévin. Retour à l'Arc-en-Ciel de Liévin le mardi 28 novembre à 19h pour un spectacle dédié au jeune public intitulé L'enfant et la montagne noire par la compagnie L'Hyperbole à trois poils. Il s'agit d'un conte émouvant sur les profondeurs des mines de charbon écrit et mis en scène par Nicolas Ducron où les marionnettes côtoient la rythmique de l'accordéon. Merci Nathalie pour ce bel agenda. Je vous l'avais dit, une tonne d'activités à faire près de chez vous. Encore une fois ce week-end, c'est terminé pour nous. On se retrouve, si vous le voulez bien, jeudi prochain. Portez-vous bien et sortez autant que vous le pouvez. Sinon, retrouvez-nous sur Télégoël via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube. À très bientôt sur Télégoël.